Fidèles téléspectateurs de l'RTNC Katanga, nous vous disons bonsoir, vous qui avez choisi notre chaîne, votre chaîne pour en savoir plus dans le cadre de ce magazine économique concret que vous avez pris l'habitude de suivre chaque mardi à 20h15 et jeudi en rediffusion à 13h45. C'est parti pour ce énième numéro de Concret qui reçoit pour vous Monsieur Joseph Awazi, qui est au fait seigneur comptable. Monsieur Joseph Awazi, nous vous disons bonsoir. Bonsoir madame. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est parti. Avec Monsieur Joseph Awazi, nous allons parler de l'expert comptable. Les experts comptables pendant cette période de Covid-19. Pendant et après. Quel est le rôle des experts comptables? Est-ce qu'ils sont importants, ils ne sont pas importants? D'emblée, nous allons tout de suite vous poser la question. Monsieur Joseph Awazi, vous êtes senior comptable. Oui, madame. Senior comptable, je pense qu'il y a aussi de junior. Tout à fait, madame. Vous, en tant que senior comptable, c'est différent avec un expert comptable. C'est quoi la différence entre un senior comptable, un junior comptable et aussi un expert comptable? Tout à fait, madame. Merci pour cette question et je suis très à l'aise dans votre plateau et sur votre plateau. J'y arrive et cette question crée toujours des confusions dans les chefs de gens. Il y a une différence thématique entre un expert comptable et un junior comptable, pourquoi pas un senior comptable. Un expert comptable est celui qui, après un bout de temps, a passé son expérience dans un cabinet d'audit, d'expertise comptable, de fiscalité, et les 7 ans d'expérience lui donne cette possibilité de bien vouloir être affilié dans l'ordre national des experts comptables. Et en s'affiliant, à l'issue de ces 7 ans d'expérience, l'expert comptable devrait ensuite passer à la prestation du serment. Prester le serment devant le tribunal de grande instance. Là, c'est déjà un expert comptable. C'est déjà un expert comptable. Quand vous avez déjà fait 7 ans. 7 ans, ou soit, il y a aussi une possibilité, ce n'est pas une condition que vous puissiez passer dans un cabinet d'expertise comptable, vous pourrez peut-être occuper le poste d'expertise, donc les comptables dans cette entreprise pendant au moins 10 ans. Et ces 10 ans d'expérience vous permettront de bien vouloir s'affilier et passer à la prestation du serment. Et après la prestation, vous aurez maintenant votre numéro d'ordre d'expertise comptable. Et là, vous êtes certifié et appelé expert comptable. Et la différence avec le comptable junior et senior, on les voit beaucoup plus dans les cabinets d'expertise comptable. C'est aussi une manière de faire, une manière d'organiser l'organisation des cabinets. Donc, lorsque les cabinets ressentent les besoins de recruter, on recrute les jeunes professionnels et lorsque vous intégrez le cabinet, vous êtes soumis au stage de professionnalisation et au fur et à mesure que vous évoluez, déjà on vous récupère comme stagiaire après 6 mois. Ça dépend de la volonté du chef d'entreprise, ça dépend aussi de la manière dont vous vous donnez au travail, la manière dont vous donnez votre rendement du travail. On peut, à l'issue d'une année, vous qualifier d'un junior. Après cela, au fur et à mesure que vous évoluez, on vous qualifiera ensuite senior. Ça prend combien de temps cette passation de quitter le junior pour être senior? Pratiquement, ça demande beaucoup plus de temps, et ce n'est pas un temps qu'on peut donner facultativement, non, ça mérite. C'est à l'issue d'un grand travail abattu, des efforts fournis. Environ combien de temps? Environ, je peux dire 3 ans. 3 ans. Donc on peut quitter d'un expert junior vers senior. 3 ans, 4 ans d'expérience. Et au fur et à mesure que vous traitez les différents dossiers et que le manager, parce que nous on appelle toujours manager communément, et apprécie votre manière de faire et vous cote selon le travail abattu. Et ça vous donne la qualification d'un senior. Ça vous donne la qualification d'un senior. Là, vous êtes senior comptable, vous n'êtes pas encore expert. C'est dans 2 ans que vous serez expert comptable, je pense. Oui, moi je calcule bien parce qu'il me faut 7 ans. Si aujourd'hui j'ai 4 ans, pratiquement, c'est 2 ans qui me restent pour que je sois expert comptable.
Il vous reste 2 ans pour être expert comptable. Le constat aujourd'hui est également, lorsqu'on observe toutes ces entreprises d'audit, on se rend compte que les experts comptables sont plus de vieux, des experts comptables sont plus vraiment avancés en âge. De jeunes comme vous, c'est très difficile. Est-ce que c'est parce que le jeune refuse de se retrouver dans ce domaine des experts comptables, ou c'est parce qu'au niveau de tous ces cabinets ou sinon de toutes ces entreprises d'audit, on ne veut pas prendre les jeunes? Votre point de vue? Non, madame. Aujourd'hui, je peux dire que le métier d'expertise comptable, ce n'est pas consacré aux vieux. Ce n'est pas vraiment une bonne raison. Mais plutôt, on ouvre les portes à tout le monde. Ça dépend, comme je l'ai souligné au préalable, que la possibilité, la manière de travailler, la manière... Les compétences. Donc voilà, les compétences que vous aurez à manifester vis-à-vis de vos managers. Cela vous aidera à bien poursuivre votre exercice et arriver. Il n'y a pas une condition très grave. Par rapport à l'âge. Par rapport à l'âge, non. Parce qu'aujourd'hui, si je vois de différents cabinets, que je ne sais pas citer les noms, c'est presque les collègues qui travaillent là-dedans. Donc nous sommes presque jeunes et c'est un métier de jeunes parce que ça demande beaucoup de temps de travail. Et ça nous prend pratiquement toutes les nuits blanches pour travailler parce que nous sommes censés remettre les rapports au moment opportun que nos partenaires en ont besoin. Parce que le rapport comptable doit être déposé au moment opportun. Parce que nous sommes bités par les échéances fiscales que nous devons respecter à chaque fois. Parce que si il arrivait qu'un expert comptable, un senior comptable déposait un rapport avec un retard, ça va pénaliser la société. Donc, et cette pénalité sera imputée à qui? C'est la société. Ça ne sera pas une bonne chose parce que nous devons gagner confiance de notre partenaire. Nous sommes dans une entreprise de prestation de services. Alors, c'est les services qui doivent caractériser les cabinets. Alors, lorsque nous donnons beaucoup plus d'avantages, et voilà, nous aurons à gagner la confiance de beaucoup plus de partenaires avec qui nous travaillons. En ce sens-là. Oui, mais vous êtes vraiment jeune aussi. Vous êtes senior comptable. D'ici là, vous allez devenir expert. Avant que vous vous retrouviez dans votre maison d'audit, là où vous êtes actuellement, vous avez fait quelles études avant? Effectivement, madame, j'ai sali mon université. Je fais l'université de Lumbashi, en sciences économiques et de gestion. L'option gestion financière, effectivement. Et aujourd'hui, quand je vois la plupart des cabinets, parce que nous sommes confrères, nous nous visitons, il n'y a que nos amis qui travaillent là-bas et pour moi c'est une fierté. C'est une fierté. C'est une fierté. Et vous défendez très bien les couleurs de votre université. Tout à fait parce que nous travaillons, moi particulièrement, nous travaillons en collectif et lorsque nous sommes ensemble, il y a ce qu'on appelle de points de vie. À chaque fois, il faut émettre, il faut donner des stratégies, comment y arriver aux objectifs et nous essayons de donner notre mieux et nos points de vue sont toujours acceptés et appliqués, pourquoi pas, dans les stratégies décisionnelles. Vos points de vue sont toujours acceptés, appréciés sur le point de vue décisionnel, mais aujourd'hui nous avons une réalité qui a rattrapé le monde entier, qui a rattrapé l'Afrique. La RDC n'est pas épargnée. C'est la pandémie Covid-19. Comment vous vivez les choses aujourd'hui dans vos maisons d'audit, dans vos entreprises, face à vos partenaires? Parce que je pense que la plupart de vos partenaires aussi sont frappés par cette pandémie. Comment ça se passe à l'heure actuelle en plein Covid-19? C'est un moment désastreux. C'est très choquant, compliqué. C'est un événement qui est venu inopinément. Personne ne s'y attendait. Et peut-être que comme ça a commencé de l'autre côté de l'océan, on se disait voilà, l'Afrique pourrait être épargnée. Bien que nous serons épargnés, mais particulièrement au Congo, nous avons une économie qui est caractérisée d'extravertis. Donc pourquoi? Parce que nous dépendons beaucoup plus de l'extérieur. Les Congos aujourd'hui, c'est l'importation ou rien. Alors nous exportons quoi? Nous exportons que dans les matières premières, entre autres les cuivres, cobalt et autres, j'en passe les meilleurs. Alors aujourd'hui, particulièrement dans notre province du Katanga, la plupart des entreprises sont minières, des sous-traitances qui sous-traitent là-dessus et sont en difficulté. Pourquoi? Parce que les entreprises mères qui y travaillent
sont en ralentissement de l'activité économique, cela pourrait impacter ipso facto à la minute leurs partenaires qui sont les sous-traitants. Aujourd'hui, nous assistons à ce qu'on appelle un planning de chômage partiel. On doit remettre les gens à la maison, momentanément, à court terme, pour essayer un peu de voir à la lire où le Covid-19 est en train de nous amener. Et nous, en tant qu'experts comptables maintenant, nous devons à chaque fois venir appuyer Olivier, les chefs d'entreprise, donner des conseils sur l'optimisation de différents coûts et pourquoi pas une bonne gestion rationnelle des ressources et donner des stratégies qui peuvent donner la possibilité à l'entreprise de rester pérenne et continuer dans l'exercice bien que la pandémie bat son comble. Bien que la pandémie est là, bien que la pandémie bat encore son comble, mais il y a une préoccupation qui reste toujours, c'est nous sommes pendant Covid-19, vous approchez vos partenaires pour prodiguer des conseils, pour voir quel planning il faut utiliser pendant ces périodes de Covid-19. Est-ce qu'il n'y a pas de partenaires qui se disent aussi, nous arrêtons d'abord le contrat avec vos maisons? Tout à fait, ça nous a déjà arrivé, mais nous essayons también de gérer cela. Mais il y a ce qu'on appelle les reporting de charges. Parce que nous sommes experts, les entreprises en ont a besoin de notre expertise pour qu'ils puissent résister et subsister pendant cette période de crise. Ça sera imprudent pour eux, de bien vouloir rompre le contrat avec les cabinets d'expertise comptable, d'autant plus que nous sommes leurs partenaires décisionnels et en matière de conseils stratégiques, et surtout en cette période. Il nous arrive des fois, nous conseillons, nous particulièrement au cabinet, nous conseillons aux entreprises, parce que nous avons quand même un temps, laps de temps que nous avons travaillé ensemble, et nous devons leur venir en aide aujourd'hui, parce qu'elles sont en incapacité souvent de venir à nos factures, parce qu'aujourd'hui les travaux, les services comptables sont payables, il y a un contrat bien fait qu'on doit respecter et nous sommes passés à des négociations formelles. On s'est dit on peut reporter les charges à chaque fois où soit vous faites des charges par partie, on peut diviser comme ça et au fur et à mesure les cabinets doivent aussi vivre et les entreprises ensuite devraient aussi vivre pour ne pas surcharger beaucoup plus parce que déjà nous voyons, c'est nous qui donnons ces stratégies de bien vouloir diminuer un nombre quelconque des personnels pour essayer un peu d'ajuster la charge des personnels qui coûte sérieusement parce que c'est une charge qui est fixe que l'employeur se doit de payer chaque mois et nous devons voir dans la mesure du possible qu'il faut garder dans l'entreprise pendant un court temps et comment pourrait revenir sur la bonne marche de l'entreprise une fois le Covid-19 nous donne au revoir en ce sens-là. Donc pour vous, il faut reporter certaines charges. Effectivement, c'est ce que nous faisons particulièrement parce que chaque entreprise a sa manière de faire. Nous disons que nous sommes partenaires. Alors, lorsque les activités étaient meilleures, il n'y avait pas de problème de paiement. C'est tout à fait expliqué économiquement que lorsqu'il y a un ralentissement de l'activité économique, que l'entreprise soit incapable de subvenir à ses factures. Alors nous compatissons en ce sens-là et nous comprenons la manière dont le Covid nous amène, mais je crois que c'est pour un temps donné. On essaie un peu de faire un effort pour que les entreprises s'adaptent à cette période, afin de bien continuer avec ces activités pour ne pas se déclarer en faillite. Au cas où, pour ne pas se déclarer en faillite, au cas où l'état d'urgence prenait fin, parce que ça doit prendre fin d'ici là, et que les choses reprennent, mais sur le plan des activités, les entreprises se retrouveraient encore bloquées. Oui. Comment ça va continuer avec vos maisons d'audit, avec vos entreprises, donc les entreprises et vos partenaires? Comment vous allez continuer à gérer cela? Parce que moi, je vous ai parlé de rompre les contrats avec vos partenaires, mais vous dites qu'il y a moyen de reporter les charges. C'est une question maintenant d'entente qui doit encore prendre du temps, parce que l'année 2020, nous sommes déjà au mois de juin, à un mois déjà
le premier semestre touche à sa fin. Il y a un deuxième semestre qui commence d'ici là. Est-ce que vous ne pensez pas que cette situation va perdurer? Tout à fait. C'est pourquoi, si je n'ai pas parlé ça donc bien avant, le travail d'un comptable, d'un expert comptable, ne se limite pas seulement de faire les états annuels de son partenaire qui est donc entreprise ici. Les experts comptables, les rôles, nous allons encore plus loin, c'est lui d'élaborer le bilan prévisionnel, c'est lui d'élaborer les situations prévisionnelles. Nous présentons donc d'une manière chiffrée les prévisions que l'entreprise doit faire face. Parce qu'une bonne gestion demande une planification, demande une prévision. Donc nous avons beaucoup plus de temps avec nos partenaires. Covid-19, c'est un imprévu. Tout à fait. C'est une maladie qui est venue à l'improviste. Et personne ne s'y attendait à cela. Et comme je vous ai dit, nous devons savoir comment s'adapter et savoir manager les activités avec cette maladie ou pas. C'est ce qui fait la force aussi de l'expertise. Donc il y a des petites techniques comptables, des petites techniques financières que nous mettons en place à nous, à nos partenaires, qui les aident à bien se comporter pendant cette période de crise. Donc votre question, si je l'ai bien compris, était celle de voir comment après le Covid-19, ou bien parce que nous voyons déjà que cette période pourrait persister et que les activités économiques de l'entreprise pourraient ne pas encore marcher. C'est une vérité que nous acceptons, mais en tant qu'experts, on ne baisse pas les bras. Nous sommes dans les travaux des titans, on travaille du jour au lendemain pour que nous puissions donner la pérennité à la vie de l'entreprise. Voilà notre mission, madame. Donc vous êtes optimiste? Tout à fait. Nous restons optimistes en ce sens-là parce que cette maladie, avec les informations, déjà là où ça a commencé, là où ça a tiré l'origine, il y a déjà des activités qui commencent déjà à reprendre. Pourquoi pas chez nous aussi, ça va reprendre. Et nous restons optimistes en ce sens-là. Oui, puisque vous faites en tant que des maisons d'audit, en tant que des experts, vous êtes dans ce domaine. Est-ce que vous avez le temps également de dire à vos partenaires de prévoir chaque fois, ou vous prévoyez chaque fois une rubrique qui s'appelle imprévu lorsque vous élaborez? Tout à fait, madame. Mais pour l'année 2020, comme je venais de le dire un peu plus haut là, 2020, pandémie Covid-19, personne ne s'y attendait. Mais qu'est-ce que vous aviez prévu dans les imprévus? Il y a un montant X que vous mettez. Est-ce que le montant X que vous avez mis pour vos entreprises, vos partenaires avec qui vous travaillez, ce montant X a pu résoudre ou va résoudre cette crise que vos partenaires vivent déjà? Oui, madame, c'est un très bon point que vous avez touché là-dessus. Il y a ce qu'on appelle réserve. Le bilan comptable, une photographie patrimoniale de l'entreprise à un instant donné mentionne cela au passif. Ça signifie qu'il y a ce qu'on appelle les réserves légales facultatives. L'entreprise, l'État demande à chaque entreprise de bien vouloir constituer des réserves. Les réserves là pourraient toutefois venir en aide dans les cas imprévus. Les cas de catastrophe. Voilà. Il y a aussi donc des reports à nouveau. Donc les bénéfices qui n'a pas été distribué totalement, il y a une partie qui est réservée pour que ça puisse venir en aide à l'entreprise au cas où il y a des catastrophes qui peuvent venir. Et en tant que bon gestionnaire, nous devons toujours nous mettre en tête qu'il faut lutter aux aléas. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut déjà mettre quelque chose comme prévision. Qu'est-ce que nous devons déjà garder comme provision afin que nous puissions lutter contre ce Covid-19? Bien sûr que le montant pourrait ne pas être colossal pour donc couvrir de différentes charges ou donc s'y porter dans ces temps difficiles que l'entreprise traverse, mais au moins il y a ce qu'on appelle le plan de financement. On peut aussi recourir au plan de financement. On peut aussi conseiller à notre entreprise, notre partenaire de bien vouloir recourir au plan de financement donc par les truchements des établissements de crédit. Et aujourd'hui, ce qui n'est pas évident, hein? Mais je pense que la situation concerne tout le monde. La pandémie a touché tous les secteurs de la vie.
transport aérien, le transport fluvial, le transport maritime, l'alimentation, ça touchait tous les secteurs. Mais quand vous parlez de crédit avec les banques, vous pensez que c'est vraiment une solution par rapport à cette situation de réserve que vous proposez chaque fois à vos partenaires? Ok madame, c'est parmi les solutions, L'autre solution interne que nous devons proposer à ce stade est celui de revoir donc l'ajustement de la charge du personnel, comme je dis, parce que l'entreprise n'arrive plus à produire X montant qu'il produisait pendant la période d'expansion, je peux dire comme ça, lorsque les activités étaient anormales. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de phase de récession. Pourquoi pas dans bientôt la dépression. Donc c'est une période caractérisée par une chute des volumes d'activité de l'entreprise. Alors il serait imprudent pour l'entreprise de bien vouloir garder un personnel assez costaud. À quelle production? C'est pourquoi nous conseillons au chef d'entreprise de bien vouloir passer par le planning de chômage partiel. Donc nous essayons un peu de mettre une partie du personnel au travail, pourquoi pas travailler en transition. Au lieu que vous puissiez travailler le mois, vous faites 12 jours, 14-15 jours, donc ça dépend de planning interne de l'entreprise. C'est que vous proposez aussi un planning interne. Tout à fait. Mais il y a un problème parce que vous dites pourquoi pas proposer aussi, quand vous proposez ça, il y a une autre conséquence, oui. C'est que soit le chômage partiel, donc il y a des employés qui sont au chômage, des travailleurs qui ne vont plus aller. Vous dites également un système de rotation, je pense. Ceux-ci travaillent les jours pairs, d'autres les jours impairs. Oui. Mais la conséquence, je pense qu'il y aura un problème au niveau des salaires. Est-ce que les salaires ne seront pas revus également à ce moment-là? Effectivement, madame, lorsque je parle des charges de personnel, je fais allusion à toute la composition de ce que le personnel reçoit chaque fin du mois. Il y a des allocations familiales, il y a les transports du personnel, il y a les loyers, son salaire lui-même. Voilà, tout ça, ça entre en cause, en adéquation. Nous allons revoir tout à fait, parce qu'il y a ce qu'on appelle les salaires de base. Ces salaires horaires multipliés par le nombre de jours de travail. Si vous avez travaillé 12 jours pendant les mois, nous devons calculer c'est le nombre d'horaires. Vous avez travaillé combien pour mériter quel salaire? Et lorsque vous avez été à un salaire maximum de $1000, et si vous travaillez pour 12-14 jours, normalement votre salaire sera revu à la baisse. Et c'est là, c'est pour une condition, pour une cause qui est normale, qui est visible à tout le monde, et qui ne sera pas beaucoup plus condamnée par tout le monde. Qui ne sera pas beaucoup plus condamnée par tout le monde. Est-ce que vous pensez que ça sera des bons conseils pour vos partenaires? Oui. Mais est-ce que vos partenaires auront la tâche facile pour faire comprendre à leurs travailleurs, à leurs employés, que vos salaires seront revus à la baisse? Quand je parle des salaires, donc disons les revenus, parce que dans les revenus, nous avons le tout, le loyer, le transport, tout ça. Est-ce que les employeurs auront la tâche facile d'informer leurs travailleurs que voilà, il faudrait que vous ayez maintenant un salaire un peu plus bas? C'est pourquoi je vous dis qu'un chef d'entreprise devrait être caractérisé par un système de gestion smart, très actif, très négociable, très proche de ses travailleurs. Pourquoi? Parce que dans ces moments pareils, il faut un bon employeur, un grand entrepreneur qui sait négocier, qui sait parler, qui sait se mettre à la place de son personnel. Et parce que la gestion de l'entreprise, ce n'est pas toujours chiffré. Il y a aussi la moralité qui s'impose. Alors, il suffit qu'il y ait ce qu'on appelle des conventions collectives. Il y a des conventions collectives, c'est entre entreprises, de manière interne. Le chef d'entreprise pourrait appeler ses employés et leur dire voilà, écoutez, nous traversons une période qui est compliquée pour nous et qu'est-ce que nous pouvons faire? Voilà, nous proposons des mesures. Voici les mesures que nous proposons. Est-ce que vous serez capable d'assumer cela, ou soit est-ce que vous serez partant de cette manière de faire que nous allons déjà procéder? Voilà, il reste maintenant au personnel de bien vouloir être convaincu en cela, et lorsqu'ils sont convaincus, voilà, donc nous pourrons passer, parce qu'aujourd'hui au Congo le travail c'est pas
Donc ce n'est pas un truc qu'on peut ramasser facilement. Chacun doit faire des tours pour conserver son travail parce qu'on ne t'a pas imposé ses salaires, mais c'est les conditions socio-économiques qui s'imposent et nous devons absolument s'adapter. En ce sens-là, c'est pour une courte durée parce qu'aujourd'hui, bien que je ne suis pas docteur, mais au moins nous essayons de voir. Il y a plusieurs protocoles qui sont mis déjà à disposition de beaucoup de pays et je crois que cette pandémie sera éradiquée tout à l'heure. Donc on peut d'abord s'adapter comme ça et vivre cette période en ce sens-là et croire à l'avenir meilleur en ce sens-là, madame. Fidèles auditeurs de l'RDT Katana, je rappelle que nous recevons sur ce plateau M. Joseph Awazi, qui est seigneur comptable. Avec lui, nous sommes en train de parler des experts comptables pendant cette période de Covid, après Covid, comment ça va se passer pour les experts comptables, comment gérer cette situation avec leurs partenaires. Monsieur Joseph Awazi, la question c'est également qu'est-ce que vous allez proposer à vos partenaires après le mois de juin? Qu'est-ce qui va arriver? Parce que vous dites, vous faites une prévision. Tout à fait. Vous prévoyez toujours aussi des imprévus, mais peut-être que le montant n'est pas aussi colossal. Tout à fait, madame. Mais comment ça va se passer? Est-ce que aussi, lorsque vous le faites pour une année, pour 6 mois, pour 3 mois, parce que les téléspectateurs ont besoin de comprendre, les experts comptables, comment ils s'y prennent. Tout à fait. Est-ce que ça dépend de ce que le partenaire vous demande ou c'est un choix que vous faites seul? Voilà, c'est une bonne précision. Heureusement, vous avez soulevé dans ce cas. Nous venons pour donner notre expertise. Il reste au chef d'entreprise de nous dire combien dans des temps pourrons-nous faire un planning budgétaire. Il ressort à lui maintenant de nous préciser, voilà, s'il nous appelle par un contrat lié, il nous dit voilà, je vous appelle pour que vous puissiez essayer un peu d'ajuster mes activités pendant cette période de pandémie. Aujourd'hui, nous sommes déjà en juin, il nous reste qu'un seul semestre pour que nous puissions clôturer cette année. Je vous rappelle que l'exercice comptable prend généralement 12 mois. Ça commence le 1er janvier et ça finit le 31 décembre. Donc déjà au 31 décembre, nous allons clôturer. Et nous allons clôturer déjà dans 6 mois ici. Mais un bilan qui ne sera pas intéressant. Voilà, un bilan qui ne sera pas intéressant pour les causes sanitaires que vous connaissez, vous et moi. Donc pour ces 6 mois qui nous restent, voilà, nous avons proposé, ce que je viens encore de vous réitérer ici, que voilà, nous avons pensé qu'il fallait essayer un peu d'ajuster sur les charges directes, les charges qui pèsent pour l'entreprise, entre autres les loyers. Voilà, les loyers, on peut faire un reporting. Voilà, ça c'est entendu. Par négociation, oui. Si ce n'est pas ça, l'entreprise devait se concentrer aux produits qui lui font réellement des chiffres. Ça signifie qu'il faut essayer un peu de revoir les fournisseurs et ajuster le délai client-fournisseur. Les clients nous doivent combien et qu'est-ce que nous devons aux fournisseurs pour essayer un peu d'ajuster et maintenir sa trésorerie. Sinon, l'entreprise risquerait de tomber dans une gloutonnerie livresque qui va l'amener à la faillite financière. Donc financièrement, l'entreprise ne sera pas capable de subvenir à ses besoins et à ses obligations vis-à-vis des tiers. Mais là, vous venez de donner une précision importante. Toujours le plan comptable, c'est toujours une année. Donc l'exercice comptable, disais-je, c'est une année du 1er janvier au 31 décembre. Donc maintenant, pour l'année 2020, nous ne sommes pas encore au mois de décembre, mais quand même, puisque nous sommes dans ce magazine concret où nous voyons l'après-Covid-19 en ce qui concerne l'avenir des entreprises, mais aussi les experts comptables, leur travail. Est-ce que lorsque vous allez faire le bilan, nous sommes au mois de décembre 2020, il faut faire un bilan, il faut aider vos partenaires à faire la situation clairement. Au 1er janvier 2021, lorsque vous allez commencer à faire, à présenter les états financiers, ça sera des états financiers mitigés. Bon, voilà. Je n'aimerais pas être prophétesse de malheur, mais quand même, puisqu'il faut envisager les choses, ça sera des états financiers mitigés, ça sera des états financiers très alarmants. Comment vous voyez les choses? Voilà, ou c'est une situation que vous avez déjà vécue pendant que vous êtes en train d'exercer? Franchement, c'est une période qui est venue
qui est, moi personnellement, dans mes expériences, c'est une période très compliquée parce que je n'ai jamais vécu cette période, mais au moins nous sommes outillés, nous avons certaines connaissances en matière de prévision financière et de gestion d'entreprise et comment gérer les aléas qui arrivent à chaque fois à l'entreprise. Si il faut m'inscrire en votre idée en disant que voilà, il y aura des états financiers mitigés, je pourrais rester pessimiste. Pessimiste, pourquoi? Pessimiste, oui, parce que l'environnement économique ne donne pas la possibilité à l'entreprise de bien vouloir faire un bon chiffre d'affaires qu'il le faisait. Parce que déjà, il y a le ralentissement de l'activité économique. Donc, ça sous-entend lorsqu'il y a un ralentissement de l'activité économique, ça signifie que l'entreprise ne vend pas à un seuil qui a été prévu. Parce qu'au début de la période, il y a ce qu'on appelle le planning ou les objectifs d'assignation. On s'était assigné de bien vouloir atteindre une barre d'une vente, d'un chiffre d'affaires quelconque. Et voilà, avec cette crise, on n'arrive pas. La société n'arrive pas à produire ces chiffres d'affaires qui lui est donc assigné. Donc, j'ose croire que l'impact qu'a la Covid-19 sur l'activité économique sera franchement négatif et à l'élaboration des états financiers, j'ose croire que ça ne sera pas beaucoup plus intéressant sur les chiffres qu'aura réalisé les différentes entreprises. Mais il y a aussi moyen que ça bascule, on ne sait jamais. Bon, Tel que vous voyez les choses. Moi, je m'inscris. C'est pourquoi je vous ai dit l'autre fois, premièrement, que j'étais optimiste dans mes idées, parce que tout peut changer. Est-ce que le changement dépend de la RDC? Est-ce que le changement dépend de l'Afrique? Ou le changement de cette situation, de la crise économique ou sinon de la crise financière, dépend également du monde entier? J'ai souligné donc au début déjà que nous sommes une période caractérisée par une économie d'importation. Notre économie est extravertie. Nous dépendons de l'extérieur. Donc il suffit que l'extérieur puisse décoller, que nous puissions également faire de bonnes choses. Parce que nous allons vendre à qui? Et à ces temps ici, et ils vont vendre à qui? Et produire quoi à qui? Donc il est impérativement, je ne peux pas dire l'impératif, mais relativement impossible que les entreprises puissent espérer réaliser des très bons rendements économiques en ces temps ici. Mais on peut rester optimiste en disant que voilà, et s'il s'avérait que les histoires marchaient, pourquoi pas déjà en juillet, on peut voir que comme le Congo, l'Afrique potentiellement riche, on pourrait espérer... Qu'est-ce qui est riche, l'Afrique ou le Congo? Je dis le Congo en particulier, l'Afrique également. Mais une richesse qui ne profite pas à la population congolaise. C'est vraiment aussi une question qui, moi en tant qu'expert comptable, analyste économique, parce que lorsque vous parlez de l'économie, la politique est à côté de nous. Nous devons toujours avoir cet alignement des choses. Donc, l'économie de la RDC, bien qu'elle potentiellement riche, mais c'est une population qui est en pleurs chaque jour. C'est une population qui ne sait pas jusque-là, donc ça serait des besoins fondamentaux. C'est très grave pour un pays qui se veut émergent. Donc nous espérons avec cet avènement de nouvelles ères que les choses vont changer. Pourquoi pas permettre aussi aux opérateurs économiques qui engagent dans les citoyens congolais, dans les entreprises, pour qu'ils puissent aussi s'en retrouver. J'ai sali en passant les mesures prises par le gouvernement central, par les truchements des ministres des Finances. Il y avait certaines mesures de soulagement des opérateurs économiques, bien que c'est là, mais l'affaire est toujours compliquée. Mais au moins, il y avait cette volonté du gouvernement à appuyer les opérateurs économiques en soulageant. Ça fera l'objet d'un autre sujet dans une autre émission. Nous évoluons, mais M. Joseph Fawazi, vous avez soulevé quelque chose, plusieurs invités en parlent, mais puisque vous venez encore de soulever l'économie de la RDC est extravertie, est-ce que cette pandémie Covid-19, ce n'est pas l'occasion pour vous qui êtes dans les cabinets des experts comptables de prodiguer également des conseils à vos partenaires, d'avoir toujours un plan B pour leur business? Et ça, c'est une première préoccupation, mais aussi de ne pas rester dans un seul secteur. Est-ce que le malheur de la RDC aujourd'hui, ce n'est pas le fait que l'on reste focalisé sur un seul domaine
Je prends le cas de l'agriculture où nous avons un pays pratiquement qui ne fait rien en ce qui concerne l'agriculture. Votre point de vue, surtout que vous êtes dans les cabinets des experts comptables, vous êtes senior comptable. Merci beaucoup madame pour cette question. Je vais me résumer en bref. Ce sont des très bonnes questions peut-être qui moi je m'attendais et heureusement vous avez touché au point qui me venait toujours à l'esprit. Donc, et là je pourrais m'aligner derrière l'honoraire Premier ministre Mata Pognon qui ne cesse de clamer, qui ne cesse de faire un cri d'alarme. D'ailleurs, il a fait preuve des... Vous parlez de lui en tant qu'économiste ou en tant qu'économiste. Ah ok, on y va parce qu'il faut faire la part de choses. C'est en tant qu'économiste et non pas non politique, en tant qu'économiste et chercheur en économie, parce que nous avons des bases économiques et nous devons nous appuyer sur les bonnes idées. Lui aussi, il a fait un cri d'alarme en disant qu'il fallait une diversité de l'économie. Pourquoi? C'est aujourd'hui, la RDC, comme je vous ai souligné ici, que c'est une économie qui est beaucoup plus basée à l'extérieur. Même les besoins fondamentaux, même les biens de première nécessité, nous devons traverser la frontière pour subvenir à nos besoins de l'assiette fiscale, comment de l'assiette ménagère. C'est très compliqué. Si vous parcourez la route Kolwezi-Lubumbashi, ce sont les hectares qui souffrent de nos productions, qui devrait normalement en profiter, donc au gouvernement congolais, de bien vouloir activer l'investissement dans ce secteur-là, qui du reste aujourd'hui, nous pourrons peut-être subvenir aussi en aide dans d'autres pays africains, peut-être qui n'ont pas cette culture de faire une économie verte, que moi j'appelle ici de l'agriculture. Une économie? Économie verte, bien sûr. Économie oui. Verte qui est égale à l'agriculture. Si le minerai est compliqué pour les pays, on pourrait peut-être s'appuyer à une économie verte, qui est l'agriculture, pêche, élevage et autres. Voilà, donc si jamais on pourrait aussi penser à cela, j'ose croire que le Congo pourrait trouver... Vous pensez également à une économie verte, vous soutenez également les propos de M. Matata Pognon, qui est, je pense, sénateur aujourd'hui, en tant qu'économiste. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le malheur, vous êtes des experts comptables, vous êtes dans le cabinet des experts comptables, c'est vrai que vous êtes senior comptable, est-ce que le malheur aujourd'hui de la RDC, vous avez le temps de faire des audits? Vous avez le temps de voir la situation de plusieurs entreprises. Vous avez le temps de conseiller des entreprises. Est-ce que le malheur aujourd'hui de la RDC, ce n'est pas aussi le fait que la corruption est devenue normale? La corruption est devenue un quotidien dans plusieurs entreprises. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous retrouvez face à une situation des entreprises qui sont vraiment à une échelle terrible de corruption? Nous sommes en train de finir déjà. Merci beaucoup madame, je vois c'est une très bonne question, ça mérite une question de shit. Et d'ailleurs vous venez de préciser. Donc ça signifie que d'ailleurs, je profite aussi de cette occasion de bien vouloir éveiller la conscience des chefs d'entreprise. Le cabinet d'expertise comptable n'est pas un cabinet qui vient à l'attaque, à la chasse des voleurs, des cadres financiers, des cadres comptables dans les entreprises. Voilà, c'est vraiment faux. Je m'inscris en faux. Un cabinet d'expertise comptable, un comptable, un auditeur, un commissaire au compte, nous venons pour se rassurer. Est-ce que la régularité des procédures a été bien faite? Voilà. C'est pas pour rattraper les voleurs dans les entreprises. Ce n'est pas pour chercher les voleurs. Parce qu'une entreprise, les tourneurs, même pas, une entreprise digne de son nom devrait normalement à sa base avoir un manuel de procédures. Un manuel de procédures stipulant toutes les chaînes des transactions d'opération. Ça signifie que s'il faut que nous puissions payer une facture à n'importe quel tiers, nous devons passer par une chaîne caisse comptable et par une chaîne de dépenses qui soit contrôlée. Contrôlée et vérifiée. Si ça n'a pas été vérifié, il faut favoriser cette corruption. Une chaîne de dépenses contrôlée qui soit écrite ou qui soit verbale. Écrite et certifiée et contrôlée par le contrôle interne de l'entreprise. Oui, parce que déjà, la RDC avec une situation de contrôle, tout ça, de chaîne de dépenses. Donc, il faudrait que la chaîne des dépenses soit contrôlée, tout à fait, madame, certifiée soit écrite. Et répondre à la procédure normale de l'entreprise. Par exemple, pour que nous puissions vous prendre comme fournisseur de services dans l'entreprise, moi, en tant qu'expert, je dois conseiller à l'entreprise d'avoir un manuel de procédure. Avant que les fournisseurs puissent nous fournir quelque chose, nous devons lancer l'offre, l'appel d'offres. Et cet appel d'offres
doit passer à plusieurs entreprises. On ne bloque pas la porte à personne. Ils vont aller-retour. Donc, elles vont aller-retour nous donner les cotations. Et cette cotation devrait entrer dans l'entreprise et checker, vérifier par la chaîne des procurations, donc d'approvisionnement, et valider donc, ces projets. Et celui qui est validé, on doit l'appeler et venir présenter présenter les produits, et que ces produits, on discute le prix et on passe par le bon de commande et bon de livraison signé. Voilà, c'est toute une chaîne qui doit être respectée. Et lorsque c'est respecté, on ne parlera pas de corruption a donc vraiment son sens, ça sera amenuit, ça sera diminué, les risques de parler de la corruption sera finalement donc néant. Est-ce que vous pensez que la RDC est prête d'arriver à cela face à cette réglementation de la chaîne des dépenses, face à l'appel d'offres, demande d'offres? Est-ce que vous pensez que la RDC est prête d'arriver? Est-ce qu'on peut dire que la RDC a des jours nouveaux en ce qui concerne cette question? Tout à fait, madame, parce qu'aujourd'hui, nous avons vu tout le monde dans la chaîne, la RTNC, votre chaîne nationale. Donc, de l'autre côté, c'est tout un procès qui est aujourd'hui, qui va rester dans les annales de la République. Le chef de l'État voudrait vraiment redresser cette machine qui était en panne, je peux me permettre de dire ça ainsi, et respecter ce qui est appelé comme procédure. Et si jamais la procédure a été respectée, on n'aurait pas peut-être tombé dans les mauvaises mains. On aurait dit peut-être tomber à une entreprise compétente, digne de faire son travail réellement. Et aujourd'hui, ce sont des témoignages. On a vu défiler certains témoins qui se sont réellement manifestés et ils ont absolument... Tout le monde ne faisait que se concentrer, même le monsieur, le directeur des chefs des travaux de contrôle public, lui-même se disait que moi, franchement, la procédure ne me permettait pas. Nous sommes déjà à la fin. Nous sommes déjà à la fin. Okay. Monsieur Joseph Awazi, malheureusement, je ne peux plus vous donner la parole, mais un mot de la fin. Est-ce que c'est mieux de prendre une maison d'audit congolaise, donc qui est gérée par des Congolais, ou il faut prendre une maison d'audit d'experts comptables qui est gérée par des étrangers? À cette question, je vais répondre brièvement. Il faut prendre la compétence. La compétence. Il faut prendre la compétence. Que ce soit des Congolais, que ce soit des étrangers, que ce soit des étrangers, il faut prendre la compétence. C'est ce qui est important. Très bien. Nous avons fini. Fidèles utilisateurs de l'RTNC Katanga, nous vous disons merci d'avoir suivi ce magazine d'aujourd'hui Concret. Concret qui a reçu pour vous M. Joseph Awazi, qui est senior comptable. Avec lui, nous avons parlé des experts comptables pendant Covid-19 et après Covid-19. Quel avenir? Comment les experts doivent se comporter face à cette pandémie et après la pandémie? Quel avenir pour les partenaires qui sont des partenaires des maisons d'audit et d'experts comptables? Il nous a donné ses réponses, mais il a insisté sur une chose, ce sont les compétences qui priment. Que ce soit une maison d'experts comptables d'audit, des Congolais ou des étrangers, il faut qu'il y ait des compétences. Et il a insisté, il faut qu'il y ait une chaîne des dépenses qui soit suivie dans les entreprises, que tout soit certifié, contrôlé lorsqu'il s'agit de dépenses qui sont effectuées dans une entreprise. Et je pense que vous savez pourquoi il a insisté sur ça. Monsieur Joseph Awazi, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, madame.